Étant plus jeune, j'étais un fan avide de Stephen King. C'est notamment en grande partie à cause de lui que j'aime tant l'horreur. Que ce soit Cujo, Cimetière, Brume, Misery, Le Corps et même ça, dont un de mes plus grands flex étant que j'ai réussi à le lire dans son entièreté, je dévorais les livres de ce mec les uns après les autres. Et dans la liste de livres que j'ai lus de ce mec, il y a The Shining. Contrairement aux autres histoires de Stephen King, The Shining est un livre que j'ai lu après avoir regardé le film. Et bizarrement, au lieu que cela augmente mon appréciation, ça fait l'effet contraire. Je me souviens avoir été déçu à la fin de ma lecture, et ça c'est pour une raison très simple. L'adaptation de Kubrick est complètement différente du roman de King. Et ayant adoré la version de Kubrick, je m'attendais à recevoir la même chose sur le papier, ce qui a donc créé une déception lorsque j'ai réalisé que non. Bon, en prenant du recul, le roman de Stephen King n'est pas mauvais. Il est même très bien, mais j'ai toujours ce souvenir de déception envers lui que je ne réussirai pas à enlever tant que je ne le relis pas. Et bon, je vais pas vous mentir que j'ai un peu la flemme. Surtout que j'ai déjà une version de l'histoire qui fonctionne non seulement pour moi, mais aussi pour l'entièreté de la population. The Shining, c'est un de ces films qui a reçu une réception négative lors de sa sortie, mais qui aujourd'hui est vu comme un des plus grands films de tous les temps. Et c'est un peu intimidant de parler de Shining, car elle est non seulement acclamée par tout le monde, mais c'est aussi un des films les plus analysés et décortiqués que j'ai jamais vu. Je veux dire, quand il y a un documentaire dédié à parler des différentes théories reliées au film, c'est qu'on est rendu à un autre niveau. Et donc avec tout ça, il y a forcément quelque chose que les gens oublient. En effet, je parle de l'adaptation en mini-série de 1997 de Shining. Souvent ignorée, cette adaptation a eu l'effet contraire de son prédécesseur, dans le sens où à sa sortie, elle s'est fait acclamer par les critiques, mais qu'au fil des années, elle s'est fait de plus en plus descendre. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elle ne soit non seulement jetée aux oubliettes, mais aussi méprisée par le public en général, avec seulement quelques personnes qui prennent encore sa défense. Mais l'élément drôle dans cette histoire, c'est que Stephen King préfère cette version à celle de 1980. Vous le savez sûrement, Stephen King a toujours été ouvert sur le fait qu'il déteste l'adaptation de Stanley Kubrick, majoritairement à cause des différences avec le roman. Et avec cette mini-série réalisée par Mick Garris, c'était une opportunité pour lui de montrer au grand public la véritable version de son livre. Il s'est donc occupé de la rédaction du script, mais a aussi servi de producteur exécutif. The Shining de 1997 est donc surtout connu pour être beaucoup plus fidèle au roman de King, mais aussi comme le punching bag préféré des fans de Stanley Kubrick. Je me suis donc dit que ce serait intéressant de vous donner mon avis sur cette mini-série pour voir si elle mérite vraiment ce traitement. Pour les deux personnes du fond, The Shining raconte l'histoire de la famille Torrance qui, pendant l'hiver, part habiter dans un hôtel vide isolé où le père a obtenu un travail d'entretien. Seulement, l'enfant dans la famille, Danny, possède un étrange pouvoir qui lui permet de voir le futur, mais aussi de communiquer avec la pensée à d'autres personnes qui détiennent ce don. Mais pas de chance, l'hôtel dans lequel la famille atterrit est tenté par des forces malveillantes qui ont pour effet de jouer avec la santé mentale des gens qui s'y isolent. Le père de Danny va donc subir une descente à la folie, l'hôtel le poussant à commettre l'irréparable. Parler de cette mini-série sans la comparer au film de 1980, c'est une tâche assez difficile. Surtout que moi, j'adore la version de Stanley Kubrick. C'est un film que je trouve toujours efficace, encore aujourd'hui, même après plusieurs visionnages. Que ce soit la musique de début qui me donne encore des frissons, cette putain de scène dans la chambre 237, à la chasse finale dans le labyrinthe, The Shining, c'est un film qui fait peur. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est là qu'on rencontre notre premier problème avec la version de 97, elle ne fait pas peur. Et c'est pas qu'elle fait moins peur que le film de Kubrick, c'est qu'aucune seconde, aucune image de ce film est un minimum épeurante. La seule scène qui est à moitié creepy, c'est évidemment celle de la chambre 237, mais l'effet s'arrête à la seconde où tu te rappelles à quel point la version de Kubrick est mieux faite. Les jumelles dans le couloir vous font peur? Ne vous inquiétez pas, elles ne sont pas présentes ici. Vous trouvez que le labyrinthe de haie est oppressant? Et ben que pensez-vous d'animaux faits en haie? C'est beaucoup plus terrifiant, non? Vous pensez que cette image de l'ascenseur rempli de sang est stylée? Dommage pour vous, vous allez devoir vous contenter d'un tuyau malveillant fait en effets spéciaux moches. Et tous les trucs que je viens de mentionner, ce sont des images qui proviennent du roman. Mais si dans le livre ça peut marcher, transférer ça sur l'écran, c'est juste complètement ridicule. Surtout quand les effets spéciaux ressemblent à ça. Je dis pas qu'il faut que je me chie dessus constamment pour que je sois satisfait. Mais quand ta mini-série dure 4h30, il faut nous offrir un peu d'excitement sous peine qu'on s'endorme. Et je ne sais pas si le scénariste d'Amityville est passé rendre visite, mais vraiment, des objets qui bougent par eux-mêmes, ça ne fait pas peur, ça l'a jamais fait peur et ça ne fera jamais peur. Et quand le métrage réalise qu'un furie fantôme ce n'est pas intimidant, il se réfugie dans la technique les plus honteuses du cinéma d'horreur, les jumpscares. Il y en a pas beaucoup, mais quand il y en a, c'est super chiant et frustrant. Même la scène où Jack parle aux fantômes de l'hôtel est gâchée. Dans le film de Kubrick, les fantômes n'étaient certes pas terrifiants extérieurement, mais on ressentait ce vide à l'intérieur d'eux, ce qui faisait que leur conversation avec Jack avait ce sentiment de malaise qui les accompagnait. Mais ici, ils ont des personnalités. On dirait vraiment de vraies personnes qui ont juste la peau un peu blanche, et au mieux des fantômes qui aiment jouer des petits tours. Il y a même des moments où j'ai l'impression que le métrage veut que je ne prenne pas la scène au sérieux. Oh. Excuse me. Et ça, c'est un des nombreux exemples de scènes du long métrage qui sont drôles sans faire exprès. Great party, isn't it? Comparez ça à l'autre film et c'est juste désolant à voir.
Comme je l'ai dit, cette mini-série dure en tout 4h30, divisée en 3 épisodes qui durent 1h30 chacun. Et pour de vrai, ça aurait pu être diminué à 2 épisodes et le résultat aurait été bien meilleur. Quand on filme à une durée de 4h30, il faut vraiment que l'histoire arrive à tenir le spectateur en haleine. Et même si le 3e épisode arrive à être divertissant, je trouve sérieusement que les 2 premiers ont des problèmes de rythme. Énormément de scènes durent beaucoup trop longtemps pour aucune raison, avec des dialogues interminables qui, la plupart du temps, font juste nous décrire un événement qu'on a déjà vu ou juste expliquer un truc qui pourrait être résumé en 2 phrases. Et c'est dommage, le film prend l'effort de nous montrer les événements que le film de Stanley Kubrick ne faisait qu'expliquer, et dans certains cas, ça fonctionne, comme avec la scène où Jack casse le bras de Danny, mais dans d'autres, c'est juste complètement inutile, comme avec la scène où on nous explique pourquoi la chambre 237 est hantée par cette vieille dame. Dans le film de Kubrick, ce n'est pas du tout expliqué pourquoi il y a cette vieille dame dans la baignoire, et je trouve que ça rajoute à l'effet de terreur, donc que ça soit dans le livre ou non, je trouve que le fait de nous montrer ça, c'est juste une mauvaise idée. Mais si le film dure autant longtemps, c'est pour créer une atmosphère, me direz-vous. Et à ça, je dois répondre oui. Déjà, l'hôtel dans lequel ils ont filmé est certes moins mémorable que celui dans le film de Kubrick, mais il fait très bien l'affaire, avec le sentiment de propreté mais de malaise qui fonctionne tout autant. Et ce qui rend le tout encore plus intéressant, c'est que l'hôtel Overlook dans cette version est joué par le Stanley Hotel, c'est-à-dire l'hôtel qui a inspiré Stephen King à écrire son roman. Donc du point de vue des lieux, c'est réussi. Mais au niveau de la bande sonore, c'est plus compliqué. Dans la version de 1980, la musique était un des éléments les plus mémorables, malgré le fait que la plupart des compositions étaient des pièces qui existaient déjà avant. Mais avec ce thème principal qui, comme je l'ai dit, me donne des frissons à chaque fois, et ses compositions orchestrales stridentes, la bande sonore de Shining est tout simplement parfaite. Donc croyez-moi que pendant mon visionnage de cette mini-série, j'étais très attentif aux choix musicaux. Généralement, les compositions de Nicholas Pike font l'affaire, et je trouve même que le thème principal est très bien, mais il y a certains moments où ça ne fit pas du tout avec l'ambiance. Comme exemple, on va comparer 2 scènes et 2 versions qui sont très similaires. Dans celle de 1980, c'est le thème principal qui accompagne la scène, et ça donne une ambiance assez lourde et effrayante. Maintenant, voici la scène dans la version de 97. Ouais, c'est pas la même ambiance. Alors niveau atmosphère, c'est généralement efficace, mais tout de même imparfait. Du côté des acteurs, c'est assez mixé. Pour Danny, je suis désolé de vous apprendre que c'est raté. L'acteur Courtland Mead fait de son mieux, mais vraiment, il est plus gossant que d'autres choses, ce qui fait qu'au bout de 4h30, on a juste envie de le frapper. Mais le pire, c'est clairement Tony. Je me fous complètement de si c'était comme ça dans le livre. Un mec qui flotte avec des effets spéciaux moches, c'est vraiment ridicule. Je le préférais de loin quand c'était un doigt. Par contre, du côté de Wendy, c'est assez réussi. Rebecca de Mornay donne une performance très différente de celle de Shelley Duvall, mais tout de même convaincante. Shelley Duvall dans le rôle de Wendy était tout simplement parfaite. Sa performance communiquait parfaitement le stress et la peur que le personnage vivait, étant très vulnérable et confuse par rapport aux événements. Tandis que pour Rebecca de Mornay, son personnage découvre beaucoup plus rapidement que l'hôtel est tenté, ce qui fait que quand Jack essaie de la tuer, elle comprend que ce n'est pas son mari, mais simplement l'hôtel qui le fait agir de la sorte. Son personnage est donc moins vulnérable et donc le fait de terreur est diminué. Mais ça reste que c'est une très bonne performance en général. La même chose peut être dite pour Dick Hallorann, dont je trouve que la performance de Melvin Van Peebles est égale à celle de Scatman Crothers, mais je dois dire que la façon dont le personnage est traité vers la fin est un peu étrange, parce que dans le film de Kubrick, le mec meurt, mais ici, il survit. Et même si c'est dans le livre, le mec quand il arrive à l'hôtel, il fait quand même rien, ce qui fait qu'au lieu qu'il ne fasse rien, mais qu'il nous donne une bonne frayeur comme la version de Scatman Crothers, ben là, il fait rien, et il ne nous donne pas de frayeur en échange. Mais je pense que la grande réussite de cette mini-série, c'est le personnage de Jack. Le Jack Torrance, joué par Jack Nicholson, était un personnage très différent de celui du livre. Dans le film, on voit déjà qu'il y a un truc qui ne va pas avec sa personnalité. Il n'a pas l'air si attaché à sa famille que ça, et il y a même des moments où c'est difficile de savoir si c'est l'hôtel ou Jack lui-même qui est en contrôle. Alors que le Jack, joué par Steven Weber, est tout de suite plus attachant que la version de 1980. Alors oui, les problèmes de colère et d'alcool sont toujours présents, mais on ressent quand même que le mec aime sa famille et qu'il souhaite s'améliorer, ce qui fait que la partie psychologique du film est beaucoup plus réussie. Avec une durée de 4h30, l'évolution mentale de Jack est beaucoup plus montrée et détaillée, avec Stephen King qui souhaite clairement rendre le personnage plus tragique que effrayant. Voir le mec retomber dans la folie alors qu'il semblait bien s'accrocher au début, c'est quelque chose de quand même triste à voir, surtout vers la fin. On voit clairement que le vrai Jack se bat intérieurement contre l'hôtel. Cet effet est vraiment aidé par la performance de Steven Weber, qui arrive à jouer aussi bien le fou que le père aimant. Je dois dire par contre qu'il y a des moments où le film essaie vraiment trop de nous montrer que le mec est cinglé. C'était déjà un peu le cas dans la version de Kubrick, mais là, c'est plus cringe que d'autres choses. And you thought nothing here could hurt you, sweetheart. Boink. Wrong! Et je suis désolé, mais même avec tout le sang et les cris qu'il pousse, le mec ne fait pas peur. Il y a plein de moments où le gars a l'opportunité de tuer sa femme, mais il préfère parler et expliquer son plan comme un vilain des Power Rangers. En plus de ça, le mec n'a le droit qu'à un maillet comme arme, là où Jack Nicholson avait le droit à une hache, ce qui le rend tout de suite moins menaçant. Donc côté peur, ce n'est toujours pas avec ce personnage que vous trouverez satisfaction. Mais si vous cherchez un personnage plus complexe et développé adroitement, cette version est clairement meilleure que celle de Kubrick. Donc en conclusion, que vaut cette mini-série de Shining?
Eh bien, c'est pas très bon. Même si la version de Stanley Kubrick n'existerait pas, les défauts de cette adaptation sont tout de même trop gros pour être ignorés. Mais je pense tout de même que certaines personnes sont bien trop dures avec. Alors oui, elle ne fait pas peur, les effets spéciaux sont moches, elle dure trop longtemps et Danny est énervant. Mais elle n'est pas sans ses qualités. En dehors de Danny, les acteurs font vraiment du bon boulot et l'arc narratif de Jack est traité de bien meilleure manière. Ce qui fait que si vous voulez voir de quoi a l'air la version de Shining que Stephen King préfère, allez y jeter un coup d'œil. C'est loin d'être une mini-série inutile comme tant de personnes le prétendent. Ne vous trompez pas, je pense toujours que lire le livre est mieux. Mais pour les flemmards, je pense que cette mini-série pourrait satisfaire votre curiosité. C'est donc sur ce que je vous laisse, j'ai pas mal rien d'autre à dire, donc je vous dis...